Mauricio Segura, Oui. la dernière fois ça qu'on fait s'était plaisir. vu, c'était pour votre roman Viral. C'est en plein ça, Qui ouais. est votre dernier roman. C'est le dernier que j'ai publié, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un en chantier? Oui, Bon. oui. C'est bon qu'on parle de ça. L'éditeur va être content de cette plug. Bon, OK. C'est ça. Donc, en septembre, fin septembre, Les Amandiers en fleurs, prochain roman. Ah ouais? Les Amandiers en fleurs. Et là, vous êtes là parce que vous avez fait une publication Facebook suite au décès de Mario Vargas Llosa, qui m'a interpellé parce que moi, je suis un lecteur de Mario Vargas Llosa. Ce que vous avez écrit, je me suis dit, c'est exactement ça que j'ai besoin pour qu'on donne envie aux gens de découvrir ce monstre. On peut dire ça, c'est un monstre sacré de la littérature. Oui. En Amérique du Sud, oui, certainement. OK. Là, on va commencer par on va faire une grande une bio de Mario Vargas Llosa pour vraiment Ouais. le situer. Vous intervenez quand vous voulez. Puis après ça, je vais partir de votre publication Facebook parce que vous décrivez bien les grands thèmes qui ont parcouru son œuvre et pourquoi il est important. Il naît au Pérou en 1936. Oui. Arequipa. Voilà. Ouais. Grandi auprès de sa mère entre le Pérou et la Bolivie. Son père, qui est militaire, est absent du tableau jusqu'à ce qu'il revienne dans sa vie vers l'âge de 10 ans. C'est ça. C'est ça. À 10, 11 ans, il revient. Et là, ça bouleverse sa vie. Et ça va avoir des conséquences aussi sur sa Ben, ça vocation Oui, littéraire. en fait, tout ça. c'est Ouais. grâce à son père, mais Ouais. pas des bonnes Pas de- raisons. C'est ça. Son Ouais. père est un Ouais. militaire, comment on peut le décrire, autoritaire? Autoritaire. C'est un homme de cette génération, peut-être plus que la moyenne. Là, Ouais. c'est un homme extrêmement machiste. Ouais. C'est un homme qui croit au militarisme et qui voit pas d'un bon œil que son fils se lance dans l'écriture de récits et de certains poèmes. Là. Ouais, il Ouais. voit pas ça du tout d'un bon œil. Donc, il l'envoie à une école militaire, Ouais. Leoncio Prado. Et c'est là À l'âge de 14 ans. à l'âge de 14 ans, c'est ça. Pour le réformer. Oui, voilà. Ça fonctionnera pas, mais ça va donner, entre autres, son premier roman. On va y revenir. Ben, Ouais. je pense, en fait, que c'est clairement cette expérience-là qui va l'inspirer. Donc, ils vont vivre le trio ensemble. Le père est violent, criblé de dettes. Après ça, Vargas Llosa va entrer à l'université. Et là, il va se prendre de passion pour, en premier lieu, on peut dire ça, la littérature française? Beaucoup, oui. Je pense que ses premiers amours, c'est vraiment Dumas, Jules Verne et Victor Hugo. Ouais. Ouais. Il va aussi s'enticher des idées marxistes de Jean-Paul Sartre. Mais là, Ouais. Ouais. la littérature latino-américaine, ou les littératures, Ouais. à cette époque-là, si on peut faire un état des lieux général, parce qu'on va parler du boom après, parce que dans le fond, Vargas Llosa va participer à l'éclosion des littératures d'Amérique latine, mais si on fait un état des lieux, là, Ouais. je sais que c'est dur parce que Non, c'est ça vaste va, et... ça va. C'est un sujet qui me passionne. On est là pour ça. Oui, oui. Non, mais là, il faut se mettre dans le contexte. 1959, la révolution cubaine change tout. Oui. C'est-à-dire que là, le monde entier regarde, au fond, pour la première fois l'Amérique latine, Ouais. avec des yeux vraiment intéressés. Qu'est-ce qu'ils sont, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur culture? Pour autre chose qu'un continent ressources. Oui, pour autre chose qu'un continent ressources, puis pour autre chose que juste une grande contrée de pauvreté, Ouais. et de misère et des ressources qu'on Ouais. extrapole Ouais. et tout ça. On va chercher les bananes au Guatemala, puis tous les minéraux en Amérique du Sud, comme au Chili, le cuivre, tout ça. Donc là, on commence à s'intéresser et c'est entre autres ce qui va provoquer l'intérêt pour le boom. Hein. Ouais. Mais la question que vous me posiez, c'est avant, qu'est-ce Oui, que c'est c'était? ça. Ouais. Avant, c'était quand même un monstre sacré, un Borges. Ouais. Tu sais, déjà, Ouais. Borges avait déjà écrit certains de ses contes les plus célèbres. Donc, déjà, la littérature argentine, qui est toujours un peu à part, parce qu'elle est... Ah oui, hein? Oui, parce qu'elle est si près de l'Occident. Tu sais, ils ont... Est-ce que c'est la plus près... En fait, on dit l'Occident, c'est l'Europe, en fait. Oui, elle est très européenne, mais oui, c'est vrai. Mais je veux dire, elle est très blanche. C'est une littérature qui n'est pas très métissée. Ok. C'est une littérature qui, étant donné qu'il y a peu eu d'Autochtones là, donc là, c'est une littérature d'immigration. Et donc, pour moi, c'est toujours un cas à part qui est fascinant. Là. J'adore la littérature argentine, elle est importante dans ma vie. Là. Mais c'est ça. Celle-là rayonnait quand même pas mal. Il y a eu quand même aussi des cas, on peut parler du guatémaltèque
Señor Presidente Asturias, qui avait déjà gagné le prix Nobel, si je ne m'abuse, au début des années 50. Et donc, il y avait comme ça quelques cas isolés, mais c'était pas encore comme ce que va provoquer le raz-de-marée d'intérêt que va provoquer le boom. Okay. C'est ça. On va en parler tantôt du boom. Donc, à l'université, il va s'engager politiquement pour la première fois au Parti communiste péruvien. Va soutenir la révolution cubaine, vous venez de le dire. À la fin des années 50, il va poursuivre son parcours académique à l'Université centrale de Madrid. J'imagine que, et là, je vais poser des questions naïves. Pour un latino-américain, sud-américain, est-ce que Madrid est pas un passage obligé, mais presque sur le plan académique, en littérature? Est-ce que l'attrait de la métropole, est-ce qu'on appelle ça une métropole? Là, je parle comme un Québécois par rapport à Paris, avant que la littérature québécoise explose aussi. C'est intéressant comme question parce que je dirais qu'aujourd'hui, oui, Barcelone et Madrid attirent énormément les étudiants latino-américains. Ouais. Mais à cette époque-là, il ne faut pas oublier, c'est le franquisme, c'est Franco. C'est plus ou moins le cas. J'avoue. Ouais. Et donc... Et on n'est pas à la fin du franquisme, là, en 59-60. Là. Exactement. Le franquisme, c'est jusqu'en 75, 76, 77. Ouais. Et donc, c'est ce qui explique que Vargas Llosa se sert de Madrid pour y aller, il gagne un prix, il y va, il a une bourse, mais... Son rêve, c'est pas Madrid, c'est Paris. Voilà. C'est vraiment Paris son rêve. Il va soutenir une thèse de doctorat à l'Université centrale de Madrid sur l'œuvre du poète nicaraguayen Rubén Darío. C'est ça. Vous ne l'avez pas nommé tantôt, donc... Non, ça c'est plus la poésie. C'est plus niché? C'est plus niché, c'est des années 20-30, le modernisme. OK. Ça. 1960, il épouse la belle-sœur de son oncle maternel, Julia Urquidi, de 10 ans son aîné. D'ailleurs, ça va l'inspirer pour un roman, La tante Julia et le scribouillard, en 1977. Ils vont se séparer en 1964. Et là, il va faire, dans ces années européennes, énormément de rencontres à Paris, Londres, Madrid, on en a parlé. Il va graviter dans les cercles intellectuels et artistiques. Et là, il va se lier avec d'autres jeunes auteurs et qui vont devenir ses comparses du boom latino-américain. Nouvelle génération d'écrivains, dont Gabriel Garcia Marquez. On va commencer avec lui. Parce qu'après ça, vous en avez parlé dans votre publication, on va plus parler des autres, mais il faut quand même en parler parce que c'est une rencontre... est-ce qu'on peut parler d'un coup de foudre amical? Tout à fait, oui, tout à fait. Là, il y a une amitié passionnelle, je dirais, qui s'installe entre eux. C'est important de le dire parce que ça va mal finir. Oui, ça va mal finir. C'est devenu... c'est en 67. C'est un des potins, disons, les plus commentés dans les cercles littéraires en Amérique du Sud et même mondialement. C'est ça. Ils se rencontrent en 67 à l'aéroport de Caracas, en marge d'un congrès de littérature, et ils vont devenir inséparables. Ils vont même habiter... ils vont être voisins à Barcelone. Oui, dans le quartier de Sarria, que je connais bien pour y avoir vécu moi aussi. Bon, mon Dieu, c'est un petit milieu. Oui, c'est ça, c'est tout petit. C'est un petit village, tout ça. Et à quelques rues, l'un de l'autre, ils habitent là, ils se voient avec leur famille. Ils sont déjà les deux célèbres, ils ont déjà quelques romans. Et, parce que moi, dans des bios que j'ai lus, Mauricio, on dit que c'est Vargas Llosa qui a propulsé Garcia Marquez. C'est plus ou moins vrai. Je dirais pas ça. Je trouve que c'est exagéré de dire ça. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui était déjà bien... sa carrière était quand même amorcée avec 2-3 livres qui sont petits, qui sont considérés quand même aujourd'hui comme des livres assez importants. Le général ne reçoit plus de courrier. J'ai pas tout à fait bien le titre. Et donc, l'autre, c'est L'Hojarasca qui est un roman aussi qui est important. Les deux sont très influencés par William Faulkner, l'écrivain du sud des États-Unis. Ils se rejoignent beaucoup là-dessus, mais ils sont influencés par lui de façon différente. L'un va développer Garcia Marquez, Gabo va surtout développer et entretenir la niche là, du réalisme magique, alors que Vargas Llosa, c'est plutôt un réaliste, un écrivain réaliste qui travaille les structures avec des... Il n'y a pas beaucoup de magie. Non, il y a quelques livres où il le fait.
On pourrait en parler, oui. mais c'est pas ce qui a fait sa renommée. Mais le réalisme magique, est-ce que c'est un courant qui était déjà présent? Il était déjà présent. Par exemple, le cas le plus célèbre, il y a un film qui vient de sortir, ils en ont fait un film sur Netflix qui est assez moyen, là. Pedro Páramo, c'est le roman, de Juan Rulfo, qui est un auteur mexicain, et lui, dans les années 50, le développe, mais on peut le faire remonter même aux Cubains comme Alejo Carpentier, les années 30-40. C'est à peu près là la naissance, là, les spécialistes s'entendent plus ou moins, mais c'est à peu près là qu'on date la naissance du réalisme magique. Qui est une composante de la littérature latino-américaine. Oui, tout à fait. Et on peut parler, sans oublier non plus, c'est important de le dire ici au Québec, que la littérature haïtienne aussi a développé ça. Oui. Le réalisme magique, mais caribéen, francophone. C'est intéressant, voilà, ça. c'est ça. Bon, les deux hommes, donc, sont extrêmement amis. C'est autour de Fidel Castro, peut-être que cette amitié-là va se former et va se scindre parce que Vargas Llosa, éventuellement, va se détacher du castrisme, mais pas Garcia Marquez, qui est même non seulement un défenseur, mais un ami de Fidel Castro, de ce que j'ai lu. Oui, tout à fait. C'est un ami. Et là arrive une première de film en 1976 au Palais des Beaux-Arts de Mexico. C'est la première de L'Odyssée des Andes. Est-ce que c'est un film important ou c'est anecdotique? Je retournerai même un petit peu en arrière. Avant 76. Je sais où vous voulez m'amener, c'est important. Mais en 71, il y a quelque chose d'important qui arrive. C'est-à-dire que Vargas Llosa est contre l'expulsion de il y a un poète cubain, Herberto Padilla, qui en 71 est accusé d'avoir écrit des textes contre le régime de Castro. Donc, il est emprisonné. Et là, Vargas Llosa, avec Jean-Paul Sartre et d'autres écrivains, Julio Cortázar aussi, vont s'opposer à ça. Et c'est là sa rupture. Sa rupture avec le castrisme, c'est vraiment 1971. OK. Et Gabo, lui, Garcia Marquez, reste silencieux. Ah ouais. Donc, lui ne dit rien, ne s'oppose pas à ça. Et c'est de là que vient leur différent idéologique. Il y a une déception. Oui, c'est à partir de... Écoute, Garcia Marquez, Vargas Llosa va quand même faire son doctorat sur l'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. Ah oui. Il va lui consacrer 5-6 ans de sa vie. Là. Okay. Donc, c'est énorme. C'est à partir de là. Mais effectivement, donc, après ça, il va y avoir un événement qui fait beaucoup de bruit. Là. Donc, c'est en 1976. C'est L'Odyssée des Andes, qui est un film... je me rappelle plus du réalisateur, mais c'est bon. C'est une première. Et Vargas Llosa est crédité du scénario. En fait, il est crédité au scénario. Les deux géants de la littérature se croisent dans le hall et là, Vargas Llosa lui décoche une droite. C'est ça. Et Garcia Marquez s'effondre. Mm-hmm. Et là, on est vraiment dans le patinage amoureux. C'est la rumeur. Parce qu'ils ils vont jamais dire exactement pourquoi. Un pacte scellé entre les deux. Ils se promettent de ne jamais dire les causes réelles, là, de dévoiler les causes réelles de ce différend. Mais la rumeur veut que ce soit que Vargas Llosa croit à cet instant précis que Gabriel Garcia Marquez a cruisé sa femme Patricia et qu'il a été de cruiseur lourd. Là. Ah, mais moi, c'est drôle. C'est très drôle, Mauricio Segura, parce que moi, j'ai lu que c'était plutôt que Vargas Llosa se serait entiché d'une autre femme et Patricia serait allée se réfugier chez les Garcia Marquez. Donc, il y aurait une couche supplémentaire. Tout à fait. Mon Dieu. J'allais te tutoyer. Votre version est meilleure que la mienne. Okay. C'est ça, c'est tout à fait ça. Cette partie-là est importante aussi. Oui, mais en même temps, elle est nébuleuse parce que les deux hommes vont refuser de dire ce qui est réellement passé. Là. Oui, mais je dois dire qu'il y a 1 ou 2 ans, il y a un écrivain péruvien qui est assez célèbre, qui s'appelle Jaime Bailey, a écrit un roman qui s'appelle Los Genios, les génies,
et qui tourne 300 pages autour de ça, autour de ce fameux coup de poing. Est-ce que c'est traduit en français? Pas encore. Ça pourrait être un beau projet, ça, Mauricio. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Bon, on va faire un saut dans les années 80. Vargas Llosa tourne le dos à ses combats politiques de jeunesse. Et là, il devient admirateur de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Adam Smith, Karl Popper et Friedrich Hayek. Ça, c'est plus problématique que Karl Popper et Adam Smith, même, qui trônent dans sa bibliothèque. Comment on explique ça? Comment il en vient à ça? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une question qui m'a intéressé juste pour dire, moi, avant d'avoir fait littérature, j'ai fait économie. C'est vrai? J'ai pas terminé ma maîtrise, là, mais je suis comme à quelques crédits d'être un maîtriseux en économie. Donc, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé parce que, bon, son œuvre me passionne, surtout l'œuvre de romancier qui me passionne. Oui. Je pense que Vargas Llosa en avait assez avec certains dogmatismes de la gauche, certaines rigidités, et il est tombé à l'autre extrême, je dirais. Donc, c'est un défenseur d'un libéralisme total, absolu. Ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui défend là, un peu comme... Friedman, là, un libéralisme qui s'insère là, dans toutes les sphères de la vie. Là. On veut privatiser l'eau, il veut privatiser l'électricité et tout. Là. Je veux dire, même les relations interpersonnelles ont quelque chose de la logique du marché. La logique du marché s'infiltre partout. Donc, il y a là quelque chose pour quelqu'un qui habite le Canada là, et quelqu'un comme moi qui croit à la social-démocratie. Il y a quelque chose d'un peu naïf, d'un peu aberrant. J'ai jamais vraiment compris. J'ai lu tous ces textes là-dessus. Il s'est longuement expliqué là-dessus. Je le mets aussi dans le contexte des années 70-80 où on croyait vraiment en Amérique du Sud, où il y avait des penseurs qui croyait vraiment que le libéralisme, grâce à un penseur comme Hernán de Soto, qui est un économiste né à Arequipa, qui est péruvien, qui l'a beaucoup influencé et qui avait fait des petites expériences dans des villages pour montrer que avec du microcrédit, les paysans pouvaient s'en sortir. C'est dans cette logique-là aussi. Et aussi, j'imagine, puis là, vraiment, peut-être je dis des énormités, mais dans cette logique où la gauche a un peu échoué. C'est-à-dire que, oui, il y a eu la révolution cubaine en 59, mais là, on est rendu à la fin des années 70. Le terrorisme de gauche, parce qu'aujourd'hui, on peine à imaginer, parce que ça n'existe à peu près plus, des bandes armées de gauche qui terrorisent les populations. Je ne dis pas que ça n'existe plus, mais les gens de la droite et de l'extrême droite ont beau nous parler de l'extrême gauche, elle n'existe plus aujourd'hui. À l'époque, elle existait. Et j'imagine que c'était difficile d'adhérer à ça. Et la réponse, et surtout sa condition sociale a dû changer aussi. Je veux dire, à l'époque, il est déjà millionnaire, j'imagine. Tout à fait. Bon, ça, j'imagine que ça a un impact aussi, il faut quand même le dire. C'est ça. C'est quelqu'un qui côtoyait les grands, tout ça. Mais c'est très bon le point que vous faites, c'est-à-dire que c'est les premières années du Sentier lumineux au Pérou et qui terrorise des parties du monde rural au Pérou. Donc, Vargas Llosa va même écrire dans les années 80 Lituma dans les Andes qui traite de ce sujet-là. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose... son libéralisme, c'est pour contrer cette rigidité d'une extrême gauche. 1990 va être candidat à l'élection présidentielle du Pérou sous les couleurs du Front démocratique, qui est un parti de droite. Oui, clairement à droite. Hein. Clairement libéral et même, on dirait aujourd'hui, néolibéral. Ah ouais, OK. C'est ça. OK. En 90, il va d'ailleurs mener la campagne électorale la plus chère de l'histoire du Pérou. Donc, je pense que ça donne une idée aussi de... Oui, qui l'appuie. Oui, voilà. Et il va se faire planter, en fait. Il va être largement battu. C'est-à-dire, au premier tour, il est, si je ne m'abuse, il est premier. Oui. Mais au deuxième tour, ses mesures proposées, son libéralisme est si radical que ses adversaires lui font peur à la population. Et finalement, il arrive deuxième après Alberto Fujimori. Voilà. Alors, il est plus radical que Fujimori. Oui, c'est quand même ironique. Ouais. Donc, et qui lui-même va être condamné à 25 ans de prison pour crime contre l'humanité en 2009. Faut quand même le dire. Oui, c'est ça. Et là, il va quitter pour Madrid
Et il va être naturalisé espagnol en 93. Oui, parce que Fujimori lui enlève sa nationalité péruvienne, donc il se retrouve... OK. Donc, c'est pas un choix, c'est pas une boutade. Non, c'est pas une boutade. C'était par peur de se retrouver apatride. C'est vraiment la raison pour laquelle il accepte cette nationalité. Et même vers la fin de sa vie, il avait les deux nationalités. OK. En 2016, il va accéder au club très sélect des écrivains publiés de leur vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade. 5 ans plus tard, l'Académie française lui ouvre ses portes. Il va devenir d'ailleurs le premier membre de l'Académie à n'avoir jamais écrit dans la langue de Molière. Ça va être une nomination contestée parce qu'il entretient encore à l'époque, là on est en 2021, il entretient encore des liens avec l'extrême droite, va même supporter la fille d'Alberto Fujimori, Keiko. Et qu'il avait promis en 2010 de la combattre, je dirais pas jusqu'à la mort, là, mais de façon acharnée. Encore une fois, c'est un revirement. Ouais. Pas tant que ça, c'est juste que le Humala, je pense que c'est Humala ou Oviedo, je me souviens plus exactement, le candidat qui se présentait contre Keiko, pour lui, était pire. Ouais. C'était vraiment pire. C'était encore une fois pour lui le monstre là, de l'extrême gauche qui tentait de prendre le pouvoir dans son pays. Cela dit, là, après ça, il va donner son appui à Antonio Cast, leader de l'extrême droite au Chili, nostalgique de l'ère Pinochet. Il va... Mais je tiens quand même à dire que cette partie-là, je la connais bien aussi parce que je suis d'origine chilienne. C'est vrai, il va appuyer ce candidat qui, effectivement, a eu quelques fois où il est nostalgique de Pinochet. Mais Vargas Llosa n'a jamais été quelqu'un qui défendait, un aficionado de Pinochet. Okay. C'était vraiment quelqu'un qui était... sa position est contestable aussi, hein, parce qu'il est très admiratif du système économique que Pinochet va mettre en place, mais il ne dit rien. Il se montre quand même critique de l'autoritarisme et des conséquences des disparus et de la répression sociale. Oui, c'est ça. Mais économiquement, il trouve que c'est parfait et il veut même que le Pérou emprunte les mesures prises par les Chicago Boys durant les années 70 et 80. Mais on n'a rien dit du fait qu'il est, entre-temps, en 2010, je pense qu'il gagne le prix Nobel. Non, c'est vrai, mais là, on y arrive. Okay. On y arrive parce que je veux pas qu'on fasse seulement la biographie de l'homme politique ou les grands... Je veux qu'on parle de son œuvre et c'est là que ce que vous avez écrit sur Facebook va servir de guide pour l'autre portion de cet épisode. Vous dites qu'il croyait au roman total. Ça veut dire quoi, ça? Oui. Ça, c'est vraiment le Vargas Llosa des 2-3 premiers romans qui ont fait, en fait, sa renommée dans les cercles littéraires. C'est-à-dire, je parle essentiellement ici de La Belle et les Chiens, La Maison Verte, le 2e roman, et le 3e roman, qui est pour moi peut-être son meilleur. C'est Conversations à la cathédrale, que peu de gens ont lu dans la francophonie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sorti en livre de poche. Il y a eu une première traduction qui a été faite qui était pas à point, disons ça comme ça, et elle a été revue par son grand traducteur, là, Albert Bensoussan, et quelqu'un d'autre dont j'oublie le nom. Et là, on peut lire ce texte qui est beaucoup plus... Et là, c'est très intéressant. Là, c'est très innovateur. Et là, c'est une littérature qui est réaliste, mais qui a quelque chose de très cinématographique, une dislocation du langage. Il entrecroise un peu... faut parler de ça parce que c'est ça qui fait la renommée. C'est ça qui fait que certaines gens qui se sont éloignés par la suite de son œuvre littéraire sont quand même admiratifs de lui. Je pense à des gens comme... Villamatas, qui est un auteur espagnol, ou d'autres auteurs en vogue aujourd'hui, ou Bolaño, par exemple, aujourd'hui décédé, là, mais quand même, qui disait les premières œuvres de Vargas Llosa, ça vaut la peine. C'est quelqu'un qui disloque la langue orale et les dialogues et la narration forment un tout dans des paragraphes qui sont c'est quelque chose de complètement nouveau, ce qu'il fait là. Et donc, est-ce que ça, c'est une caractéristique du roman total? Ça, je parle de ça parce que quand il dit roman total, cette théorie qu'il a, il
il la met en application, cette théorie-là, dans ces 3 romans-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit que le job, un peu comme faisait Balzac, le job de l'écrivain, c'est de décrire toute la société, toutes les couches, toutes les classes sociales. C'est ce qui fait que c'est des romans de 600, 700 pages, comme La Conversation à la cathédrale, qui va décrire des ouvriers, mais qui décrit les sphères du pouvoir, et qui décrit les artistes, et qui décrit les classes moyennes. Il décrit toutes les classes sociales. C'est dans ce sens-là. Et il y a un autre sens à ça dans le roman total, c'est-à-dire que le roman est le genre qui engloutit tous les autres. C'est-à-dire, on peut retrouver là-dedans de l'essai, on peut retrouver des poèmes là-dedans, on peut retrouver de tout. On peut y mettre ce qu'on veut. C'est vraiment le lieu qui aspire toutes les autres formes de l'écrit. C'est ça. Vous l'avez dit tantôt, c'est un héritier de Faulkner, et vous écriviez sur Facebook que, dans le fond, entre autres ses premiers romans, reposent sur l'alliage inédit entre l'héritage moderniste, donc Faulkner, James Joyce, et le roman français du 19e siècle. Vous venez d'en parler avec Balzac. C'était un grand admirateur de Flaubert. Je pense qu'il a même écrit un essai ou des textes, en tout cas, sur Flaubert. Oui, il a écrit un essai assez connu qui s'appelle « L'orgie perpétuelle ». L'expression est de Flaubert qui décrit l'écriture comme une orgie perpétuelle, c'est ça. Et donc, oui, c'est son modèle. C'est là qu'il s'aperçoit que il est un écrivain de tempérament réaliste, tout ça. Mais ce qu'il y a d'intéressant à dire sur ça, c'est que au moment où il écrit ces romans-là dans les années 60, le Ville et les chiens, 62, je pense, l'autre 67, après ça, Conversation à la cathédrale, 69, c'est ça. C'est à peu près ça les dates. Donc, pourquoi ça intéresse le monde? C'est qu'à ce moment-là, c'est intéressant de faire un parallèle avec La France Oulipo. C'est le nouveau roman. On laisse de côté le récit. On raconte plus une histoire. C'est des descriptions. C'est une littérature extrêmement aride. C'est une littérature qui peut être intéressante, bien sûr, qui expérimente. Il y a beaucoup d'adeptes au Québec de ces années-là. Mais c'est une littérature qui largue une grande partie du public. Et donc, les gens se tournent vers Garcia Marquez et Vargas Llosa parce qu'eux n'ont jamais vraiment lâché ça, le récit, raconter une bonne histoire. Bon, on va arriver tout de suite à ses amis du boom. Ça veut dire quoi, le boom? En fait, c'est l'explosion. C'est vraiment juste ça. C'est l'explosion d'une nouvelle identité latino-américaine sur le plan de la littérature? Je pense que c'est un critique qui, en voyant 3-4 romans, Rayuela, Marel de Folie nommée quand même, Marel de Cortázar, Cent ans de solitude. Julio Cortázar, qui est argentin, Carlos Fuentes, le Mexicain. Moi, je parle aussi de José Donoso qui a écrit L'obscène oiseau de la nuit, entre autres, Le lieu sans limite, qui est moins connu que les autres, mais quand même, il prend de l'importance ces dernières années, je tiens, parce que c'est le seul qui parle aussi des minorités de genre, là, et c'est le seul qui parle de ça, lui-même étant gay, là, mais bon, c'est une histoire, toute une histoire à raconter aussi. Il ne l'a jamais vraiment dit publiquement, mais il écrivait constamment sur ces questions-là. Donc, de nos jours, on le redécouvre et il devient quelqu'un qu'on admire de plus en plus. Et Carlos Fuentes, avec la mort de Artemio Cruz, qui est son roman, un de ses grands romans. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment tous des gens qui racontent quand même. Ils ne lâchent pas le récit, le fait de raconter. C'est des storytellers aussi. Ils expérimentent en même temps. Et vous écrivez, puis là je vais vous citer, on a tendance à l'oublier, mais avant 1950, les Latino-Américains ne se considéraient pas comme des Latino-Américains. Cette conscience continentale n'avait pas encore émergé. C'est ça. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est pas si simple peut-être à expliquer parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, bon, les Latinos, nosotros los latinos, nous les Latinos. C'est vrai, tout le monde utilise ça, surtout ici, les Latinos au Québec. On se rencontre entre Latinos. Je vais rencontrer des Mexicains tout de suite, on va trouver des connivences. On va dire, c'est vrai, nous les Latinos, la famille, c'est important pour nous. Des trucs comme ça. Mais à l'époque, faut comprendre, c'est des identités nationales encore. On n'avait pas fait ce lien qu'on avait
qu'on avait beaucoup de choses en commun, entre autres le sous-développement, il faut le dire, entre autres la langue espagnole, entre autres... Encore une fois, là, on comprend pourquoi l'Argentine... Oui, l'Argentine... Et le Brésil. Le Brésil, particulièrement, surtout, mais j'imagine qu'eux avaient peut-être déjà cette conscience, étant les deux plus grands pays, si ma mémoire est bonne, de l'Amérique du Sud, avaient cette conscience peut-être continentale qui était moins présente dans les autres pays? Non, je dirais que c'est quand même partout que cette conscience, on lit les textes des années 30, 40, ça reste quand même assez... Il n'y a pas de revendication latino-américaine. Je comprends. On voyait une revendication sud-américaine. Je l'ai lu dans des textes. Ça touche un peu à ma thèse, là, tout ça, ces questions-là. Mais je tombais peu sur latino-américaine. C'est ça. C'est quelque chose qui... En fait, aujourd'hui, elle est largement remise... Aujourd'hui, c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, elle a fragmenté cette identité latino-américaine mise sur pied par le boom et les années 60 et la révolution, l'après-révolution cubaine. Et aujourd'hui, elle est remise en question parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des poches dans tous les pays, il y a des poches de pauvreté, il y a les questions autochtones. Et donc, les minorités sont venues un peu fragmenter cette identité latino-américaine-là. Intéressant. Bon, là, on va plonger dans les grands thèmes que vous avez identifiés. On va commencer avec le machisme et le militarisme. Et ça concerne le premier roman, donc La ville et les chiens, paru en 1962. Son roman le plus... Est-ce que c'est son roman le plus connu? On peut dire ça? La ville et les chiens? Ouais. J'hésite à répondre. Je pense que... Dans l'absolu, on s'en fout, là, mais ça reste que... Probablement un de ses plus vendus. C'est celui qui a fait sa renommée. Mais je pense que La fête au bouc... et La vilaine fille là, viennent changer un peu la donne. Je m'aperçois que je regardais ça dans Goodreads, par exemple, dans Babelia, qui est l'équivalent de notre... c'est ça, les libraires. C'est ça, les libraires à nous. Là. Allez sur les libraires, ça ouais, c'est ça, exactement. Il faut y aller, c'est important. Et je m'apercevais que effectivement le roman qui semble le plus populaire aujourd'hui, le plus acheté, c'est plutôt, ça m'a surpris, c'est la fête au bouc. Ah ouais. OK. On va y revenir tantôt. Mais effectivement, c'est le roman qui lui donne sa renommée, beaucoup plus lu que tous les autres. La Tante Julia, l'escribouillard aussi, est un roman très lu aussi. Oui, qui est un étrange roman aussi. Donc, La ville et les chiens raconte les aventures d'un groupe de cadets du collège militaire Leoncio Prado à Limoges. Désolé pour mon mauvais espagnol. Ça, c'est quelque chose. Le C se lit comme en français. Donc, c'est Leoncio. Leoncio. J'ai dit quoi? J'ai dit Leoncio? Oui. Tu l'as prononcé à l'italienne. Ah, voilà. C'est tout pareil, hein? L'Italie, l'Amérique du Sud. C'est toute la même affaire. Donc, on parlait tantôt de sa propre expérience à 14 ans dans l'école militaire, je pense. Et là, il va dénoncer un peu ce machisme et cette frustration sexuelle des jeunes hommes qui va réapparaître aussi dans d'autres romans. Tout à fait, oui. Ça, c'est quelque chose qui va exploiter par la suite beaucoup, de façon plus ou moins heureuse, quant à moi, là, dans ses romans, dans ses quelques romans érotiques que ses adversaires, pendant sa campagne électorale, se faisaient un plaisir de lire à la télévision. Ça, c'est pas gentil. Donc, oui, c'est quelque chose qui hante un peu Vargas Llosa. C'est toujours les excès du pouvoir sont jumelés souvent, La fête au bouc et avec les perversions sexuelles. Avec du stupre. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, et la structure de l'histoire, et ça va être quelque chose qui va revenir chez Vargas Llosa, elle est quand même complexe. C'est peut-être là le clin d'œil à Faulkner, jouer sur la temporalité dans un même paragraphe, parfois dans une même phrase, et cette idée qu'il faut accepter qu'il va y avoir plusieurs narrateurs et qu'on est un peu piégé. Il y a un jeu, en fait, entre le narrateur et le lecteur. Oui, en fait,
c'est une lecture qui exige beaucoup du lecteur, c'est-à-dire qu'il faut quand même participer un peu plus, déduire certaines choses. Il y a des narrateurs dont l'identité, on ne sait pas trop qui parle, et on va le savoir, on retient de l'information comme ça, et donc on le sait vers la fin qui nous parlait pendant ces 400 pages-là. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent chez Faulkner et qui va reprendre, entre autres. Fragmentation de la temporalité, vous en avez parlé, ça c'est important aussi. Donc, des fois, ça va très, très vite et des fois, il y a des trames qui vont très lentement. Dilatation, donc, du temps et effectivement, plusieurs narrateurs, dont le narrateur de Boa qui est juste dans les perversions sexuelles, entre autres. C'est ça, donc... voilà, mais je tiens à dire, il y a quand même une intrigue presque policière. Là. Il y a un crime qui va être commis, puis on veut savoir qui va commettre ce crime. C'est un des cadets qui va mourir. Qui a tué ce cadet? OK, pas trop en dire. Autre thématique abordée par l'auteur, le fossé qui se creuse entre le milieu urbain et le monde rural. Ça, c'est intéressant parce que c'est tout à fait d'actualité. Avec la montée de l'extrême droite, c'est souvent un élément qui revient dans les analyses. Et ça va être symbolisé par le roman La Maison verte, qui est son deuxième roman. C'est le deuxième, oui. Et plusieurs analystes vont dire que Vargas Llosa a fait quelque chose que peu d'écrivains ont fait, c'est-à-dire confirmer son talent en publiant un deuxième roman peut-être meilleur que le premier? Oui, tout à fait. Ben, il va plus loin, il pousse plus loin ses audaces structurelles dont on parlait, c'est-à-dire plusieurs histoires parallèles et qui s'emboîtent, qui alternent. Et ça demande la même chose, c'est-à-dire une participation très active du lecteur. Et il y a des personnages, par exemple, qui portent des noms différents, mais ça s'avère être le même personnage. Donc, ça, faut le savoir. Ça, faut le savoir, c'est ça. Donc, et on est encore dans le stupre. Encore, oui. Il y a ici et là, oui. C'est une maison close. La Maison verte, en fait, pour la Maison verte, c'est ça, c'est une maison close. C'est ça, tout à fait. Piura. C'est un lupanar. Oui, c'est ça, à Piura, à l'extrême nord de Piura. Voilà, excusez. Ouais. Et la maison va être construite sur plusieurs étages, va symboliser... en fait, ça va être une... Je ne sais pas si le mot métaphore est le bon terme, mais ça va imiter la structure du roman aussi, qui a plusieurs étages par rapport aux histoires. Tout à fait, oui, on peut le voir comme ça, tout à fait. Encore une fois, c'est une analyse de classe aussi, qui est très belle, très convaincante aussi, qui est très poussée. C'est des personnages très complexes. Ça dénonce aussi l'espèce de colonialisme, l'évangélisation à laquelle se livrait dans la jungle l'Église catholique. Il y a ça, le militarisme revient là-dedans. Non, c'est un roman très riche que je connais beaucoup de spécialistes de Vargas Llosa qui considèrent que c'est le meilleur. Ouais. Autre grande thématique, le quotidien insidieux qu'engendre une dictature. Ça, c'est particulièrement d'actualité. Et là, c'est là qu'on va parler de deux romans, dont la Conversation à la cathédrale, paru en 69, qui est un huis clos. Dans le fond, c'est une discussion qui se déroule dans un seul endroit. En fait, la cathédrale, c'est un bar. La cathédrale, c'est un bar, c'est ça. Et on parle de 800 pages? On parle d'à peu près, en français, je ne sais pas, mais je me souviens exactement. En espagnol, c'est 669 pages. Donc, c'est à peu près la même chose. Mais donc, oui, c'est structuré. Il y a un récit cadre qu'on appelle, c'est-à-dire il y a une discussion entre le chauffeur du père du narrateur et le narrateur qui oui, c'est ça, le héros du roman, c'est peut-être pas le narrateur, le héros du roman. Et là, on dévoile en fait toute la violence pernicieuse qu'a amené, on est en dictature, on décrit des années de dictature. C'est la dictature de Odría, la dictature au Pérou, qui est une dictature qui a marqué la jeunesse de Vargas Llosa, c'est ça. Et donc, il va là décrire... la dictature qui se déroule de quelle année à quelle année? Oh boy, là vous... À peu près? Oui. Parce que j'avoue, là, naïvement, j'ignorais qu'il y avait une dictature au Pérou. Oui, non, ça c'est dans les années, si je ne m'abuse, 50. Okay. Oui, c'est ça.
Deuxième moitié des années 50. Ouais. OK. Et là, il y a la fête du book. La fête au book, plutôt, pour parler encore de dictature. Et ça, je pense que c'est le deuxième que j'ai lu, qui date de 2000. C'est drôle parce que tantôt, on parlait du virage politique, l'extrême droite, ou en tout cas, c'est un libertarien, on pourrait dire ça, là. J'ai pas tout lu de Vargas Llosa, mais je trouve que ça transparaît pas tant que ça dans l'écrivain, ce virage politique. Je trouve c'est important ce que vous dites là. C'est-à-dire, moi, j'ai pas mal tout lu les romans. Il y en a comme 19 ou 20, je pense. Je les ai pas mal tout lus. Je crois que ça transparaît dans 2 ou 3 romans. Okay. Historia de Maita, c'est-à-dire Histoire de Maita, et Lituma dans les Andes, là, je le sentais, le libéralisme, je le sentais lourd. Ouais. Je le sens moins lourd ailleurs, et c'est ce qui fait que ça c'est demeuré quand même un bon romancier, qui écoute non pas ses idéaux, mais qui écoute ses personnages, qui ont des points de vue différents sur le monde, des idées politiques qui ne sont pas les siennes. Et donc, par exemple, dans le roman qu'il consacre, entre autres, à Gauguin, il va se laisser aller et qu'il consacre aussi à Flora Tristan, le paradis au coin de la rue. C'est quelqu'un qui va écouter les personnages, où ils veulent aller, et il met en scène des utopistes qui n'ont pas du tout ses idées à lui. Et c'est ce qui fait qu'il est quand même demeuré un bon écrivain. Sinon, on l'aurait dit. Hein, à partir des années 80, on aurait tous cessé de le lire. la preuve qu'il faut parfois séparer l'œuvre de l'artiste. Ouais, c'est controversé. Non, c'est ça. Je lance comme ça. Ouais. Bon, la fête au book, c'est, dans le fond, c'est basé sur l'histoire du dictateur Rafael Trujillo. C'est bien ça, oui. Bon, de République dominicaine, dans les années 50. Et là, la narration se concentre... C'est un roman extraordinaire. De la façon qu'il dépeint la vie d'un dictateur. Puis on comprend. On est dans la tête du dictateur. Et la narration se concentre autour du complot pour l'assassiner. Raconté entre autres par les tueurs. Et là, je lisais dans mes notes, pour préparer mes notes, que ce roman s'inscrit dans une lignée des romans de dictateurs caractéristiques de la littérature latino-américaine. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Je pense que L'automne du patriarche de Gabriel García Márquez, on peut parler aussi... de quel autre Señor Presidente de Asturias que j'ai nommé tout à l'heure, ça c'est un des premiers. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Là. Oui, il y a une tradition de romans. C'est un peu normal? Oui, ça a tellement marqué les années 60, 70, surtout. Là. Ça s'est calmé maintenant. Maintenant, c'est plus, on parle d'une littérature des narcotrafiquants. Il y a beaucoup de ça. C'est ça qui domine, disons, la littérature latino-américaine aujourd'hui. Pas juste mexicaine. Mais... Et donc, oui, mais le boom s'est beaucoup intéressé aux dictatures. Là. À peu près tous les écrivains ont écrit là-dessus de façon directe ou indirecte. En fait, ça m'apparaît comme tout à fait normal. C'était ce qui faisait l'actualité. Là. C'était les... Est-ce que c'était... Est-ce qu'on courait des dangers à écrire sur les dictatures? Ou est-ce que les dictatures étaient terminées? Est-ce que c'était un enjeu? Est-ce qu'on s'est servi de la littérature? Je pense à la Russie, entre autres, où souvent peut-être moins en littérature, mais dans d'autres formes d'art, on a beaucoup dénoncé le système en le dénonçant pas frontalement, en utilisant d'autres procédés. Est-ce qu'on a vu la même chose avec la création latino-américaine? C'est très intéressant, mais non, je pense pas. Souvent, ce sont des auteurs qui vont se pencher sur des histoires déjà anciennes, c'est-à-dire des dictatures qui ont cessé d'être, comme Odría dans Conversation à la cathédrale ou Trujillo qui était déjà mort, je pense. Et donc, c'est même pas son pays en plus. Donc, non, ce roman-là est admirable parce que c'est un ami de José del Pozo qui disait ça. Il disait, je l'admire parce qu'il était capable d'écrire sur d'autres pays. De façon incroyable, de façon très détaillée. Et moi, je pense qu'il réussit ça parce qu'il
il prenait très au sérieux ses recherches, contrairement à bien des romanciers là, dits littéraires qui accordent pas tant de recherche que ça, là, du temps à la recherche. Lui, il pouvait passer 2-3 ans à faire de la recherche. Donc, se déplacer, aller sur les lieux, prendre des notes, exactement. parler aux gens. Aller faire un peu comme Zola faisait, qu'il admirait aussi, là, c'est-à-dire vraiment avec le calepin en main, tu y vas, tu parles aux gens, tu passes des mois dans le pays. C'est ce qu'il faisait. C'est ce qui fait que même les Dominicains vont dire, oui, il a écrit sur nous un grand roman. Et même les Brésiliens vont dire, La guerre de la fin du monde, il a écrit sur notre pays. Il a écrit un grand roman. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Donc ça, c'est un exploit. Ça, c'est incroyable. Aussi, autre grand thème, la place grandissante des idéologies dans nos vies avec la guerre de la fin du monde. Donc ça, c'est le roman brésilien? Oui, ça, c'est le roman brésilien. Un élément de la fin du 19e siècle, je pense? C'est ça. C'est une révolte qui a eu lieu à la fin du 19e siècle, qui est très connue au Brésil. C'est une révolte qui a quelque chose de religieux, du mysticisme, et qui s'oppose au républicanisme qui commence dans ce pays-là. Donc là, on a ces deux groupes-là qui s'affrontent. C'est un roman qui a des proportions mythiques, bibliques. C'est un roman qui devient avec le temps un de mes préférés de Vargas Llosa aussi. Lui, j'ai pas lu. Je vais le lire par contre. Très beau roman. J'ai lu Tour et détour de la vilaine fille. En fait, ça a été ma porte d'entrée. Oui. Petite anecdote, lors d'un tournage avec Pierre-Yves McSween, à l'époque où je travaillais sur son émission, on faisait des petits sketchs pour essentiellement que je le traite de cheap pendant 5 minutes. On était dans une maison, et là, les gens même qui habitent là-bas, on était dans un duplex au rez-de-chaussée où on tournait, et il y avait une bibliothèque pas très imposante, et il y avait un Vargas Llosa. Moi, j'avais jamais lu ça, fait que je disais, je vais l'emprunter, puis je le ramène. On tournait toujours à la même place. Et c'était Tour et détour de la vilaine fille que j'ai lu d'une traite. Et je suis tombé amoureux de la vilaine fille, qui est toxique. Mais en fait, et c'est là que j'ai compris, en fait. Puis moi, je l'avoue, je suis pas un grand... Je lis pas beaucoup de romans, mais avant tout, je m'intéresse au récit. Beaucoup plus qu'au style. Et là, je découvrais un raconteur incroyable, avec des personnages plus vrais que nature, du suspense, parce que c'est une enquête d'une certaine façon. C'est un roman extraordinaire. Ouais, c'est ça. De cette femme qui se transforme continuellement. Hein. C'est ça. Pour moi, c'est son plus beau personnage féminin. Ah oui, hein? Ça fait partie de cette génération. Aujourd'hui, on est dur avec la génération du boom. Là. On dit qu'ils escamotaient leur personnage féminin, tout ça. Mais là, il faut revenir à ce roman-là. Là, on a vraiment un très beau personnage qui est libre. Oui, une grande agentivité. Oui. Pour parler en termes d'aujourd'hui. Hein? Oui, exactement. Et c'est un personnage qui est effectivement fascinant. C'est ça. Parce qu'il se mue, il échappe continuellement au narrateur. À Ricardo, c'est ça. Qui est un péruvien rêveur. C'est ça. Mais j'en dis pas plus. Allez lire ce roman, qui date de 2006. Oui, c'est quand même dans les dernières œuvres. Ouais. Et dernier grand thème qu'on peut relever dans l'œuvre de Mario Vargas Llosa, c'est la violence subie par les Premières Nations, avec l'homme qui parle. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, de cette portion-là de son œuvre? Il n'a pas toujours été tendre dans ce qu'il dit, dans ses interventions journalistiques, je dirais, essayistiques avec les Premières Nations. En tout cas, moi, j'étais pas très souvent d'accord avec lui. Je trouvais qu'il était d'une grande condescendance. Mais je trouve, encore une fois, qu'il laisse de côté ses lubies personnelles, ses convictions. Et là, il propose un roman qui est vraiment merveilleux, qui est magnifique. Et en fait, ce roman-là consiste en 2 récits, dont un, c'est un ami à lui qu'il connaît, tout ça, mais qui disparaît. Et là, il va apprendre que cet ami à lui, il avait des origines autochtones et il est allé rejoindre sa tribu dans la jungle en Amazonie. Et en parallèle, on a des contes de cette Première Nation-là, qui sont magnifiques, qui sont très, très beaux. Mashiguanga, c'est ça. Donc, il y a une partie... En fait, vous parliez tantôt du roman total et que le roman englobe tout. Il y a une partie
en fait, il y a une partie essayiste et fictionnelle dans ce roman-là. Je dirais pas essayistique, mais je dirais qu'il y a une partie... c'est moins le roman total, ce roman-là. Okay. C'est un roman plus court, il fait 250 pages. Et là, Vargas Llosa, c'est un roman qui date, je pense, de la fin des années 80 ou des débuts des années 90. Et c'est un roman où il abandonne un peu cette théorie du roman total. Et là, il se concentre vraiment sur... Il veut faire un roman sur la question indienne, là, comme on dit en Amérique du Sud. Et il produit ce roman-là qui, pour moi, se tient tout à fait et qui est un des romans qu'on célèbre de plus en plus chez lui. OK. Ben écoute, je pense qu'on a... Est-ce qu'on peut encore ajouter quelque chose sur... Parce que je vous avoue, Mauricio Segura, ce que je voulais qu'on fasse ensemble, c'est de s'extraire des paragraphes qu'on a entendus aux nouvelles pour justement que les gens se disent « Ouais, pas sûr que ça me tente de lire quelqu'un qui est très à droite. » ou bon. Mais c'est justement, je pense qu'on a démontré qu'il y a ces deux dimensions, ce qui fait de lui un grand écrivain, entre autres pour ça. Tout à fait. Il est capable de laisser de côté là, sa fameuse chronique dans El País où il nous disait ce qu'il pensait. Un aspect qu'il faudrait aborder, quelque chose qui m'a toujours rebuté chez lui, mais il faut en parler, c'est-à-dire c'est son peu de connaissances, son peu de nuances quand il parle du nationalisme. Nous, on habite ici, le Québec. Là, on a quand même, et ça nous arrive tout le temps, on sort du Québec, les gens nous parlent, on va en Europe, on parle du nationalisme, mais nous, on parle du nationalisme de façon extrêmement nuancée, tout ça, en mettant... bon. Mais lui avait une vision. Pour lui, le nationalisme, c'est essentiellement négatif et pour lui, il s'est beaucoup opposé au nationalisme catalan, puisqu'il a habité longtemps à Barcelone. Et donc, pour lui, ses interventions étaient constantes pour vraiment taper sur les nationalistes catalans. Et ça, quand même, je tenais à le dire. Sans aucune perspective. Oui, c'est ça. C'est espagnole. C'est ça. Il connaît pas assez... le nationalisme de l'Écosse, ce qui a été développé ici. Il n'a aucune idée de ça. Donc, il va parler de façon très peu nuancée de ça. Mais c'est vrai que dans ses romans, heureusement, il a été capable de laisser de côté toutes ces idées un peu dogmatiques qu'il avait sur le libéralisme et le nationalisme. OK. On commence par quoi? Si on n'a jamais lu Vargas Llosa, on commencera... Mettons qu'on suggère aux gens de commencer. Moi, je pense que ce serait Tour et détour de la vilaine fille. Je suis d'accord. J'allais dire la même chose. Tour et détour de la vilaine fille, j'ai vu comment ça plaît autant aux gars qu'aux filles aussi. C'est intéressant, ça. Je remarque que c'est pas toujours la même chose qui nous... Non, c'est pas la même raison. Et de là, on peut passer à la fête au bouc et de là, passer aux autres, là, selon nos intérêts aussi. Là, Moi, je vais me plonger dans les premiers. Le premier, je l'ai lu, mais la Maison Verte. La Maison Verte. Et la conversation à la cathédrale. Je pense que je vais aller voir. Là, on est chez Raffin, justement. Je vais aller voir s'ils les ont en édition de poche. Hey, Mauricio Segura, très heureux de vous avoir retrouvé. Merci. C'était très agréable. Puis je suis très heureux de savoir qu'on va se retrouver quand votre prochain roman va paraître. Avec plaisir. Pas de pression, mais vous avez dit septembre. Oui. OK. Hey, merci. Merci.